Je m'appelle Raymond de Villars. J'ai 52 ans et j'ai tout construit de mes propres mains. Pas d'héritage, pas de raccourci, pas de filet de sécurité. Il y a 22 ans, j'ai lancé une entreprise de distribution pharmaceutique. Dans un bureau loué, pas plus grand qu'un placard, dans le quartier du Sentier à Paris. Aujourd'hui, cette société distribue des produits dans toute l'Europe et emploie plus de 300 personnes. Je ne vous dis pas cela pour me vanter, mais parce que vous devez comprendre ce qui était en jeu, et vous devez comprendre qu'un homme qui bâtit quelque chose à partir de rien ne le fait pas en étant négligent. Pourtant, j'ai été négligent sur un point. J'ai laissé la mauvaise personne s'approcher trop près du feu. Avec le recul, je peux retracer exactement le moment où les choses ont dérapé. Ce n'était pas le soir où elle a envoyé ce message. Ce n'était que le moment où le rideau est enfin tombé. Le véritable début remonte au jour où j'ai présenté Bérénice à Thibaut Maréchal. Lors d'un dîner d'entreprise il y a 3 ans. Elle était ma femme. Il était mon nouvel associé, un homme pour qui je m'étais personnellement porté garant, que j'avais personnellement formé, que j'avais aidé à s'implanter dans un secteur qu'il n'aurait jamais pu intégrer sans mon nom derrière lui. J'ai serré sa main ce soir-là et je me suis senti fier. Je pensais construire quelque chose de durable. Il s'est avéré que je confiais les clés du poulailler à un renard, lui montrant directement la porte. J'aurais dû voir les signes plus tôt. L'écran de téléphone verrouillé qui est apparu de nulle part. Les dîners d'affaires avec des clients qui s'éternisaient après minuit. La façon dont elle a cessé de s'intéresser à mes journées, pas progressivement, mais comme si l'on avait actionné un interrupteur. Je l'ai remarqué. Je remarquais toujours tout. Mais je me disais que j'étais paranoïaque, qu'un homme qui travaille aussi dur que moi n'a pas le droit d'exiger une chaleur constante à la maison. J'ai eu tort de me convaincre du contraire. Mortellement tort. Le message est arrivé un jeudi soir. J'étais dans mon bureau à domicile, en train de réviser les rapports trimestriels, quand mon téléphone a vibré sur le bureau. Je l'ai ramassé sans réfléchir. C'était Bérénice. Je viens de me marier avec ton associé à Saint-Barth. Tu es pitoyable, au fait. Il y avait une photo en pièces jointes. Bérénice dans une robe de cocktail crème, debout pieds nus sur la terrasse d'un hôtel avec une vue imprenable sur les Caraïbes derrière elle. Thibaut Maréchal. Dans un costume en lin, le bras autour de sa taille, ressemblant à un homme qui venait de gagner le gros lot. Il portait des colliers de fleurs locales sous un ciel rose et orange. Je l'ai regardé longuement, non pas parce que j'étais choqué. Quelque chose au fond de moi se préparait au choc depuis des mois. J'étudiais l'image de la même manière qu'on étudie un contrat avant de le signer. Je cherchais les détails, je les mémorisais. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le bureau. Puis j'ai pris mon café froid, j'en ai bu une gorgée lente, et je me suis replongé dans le rapport trimestriel, lisant encore 3 lignes. Ensuite, j'ai repris le téléphone et j'ai tapé ma réponse. Cool. Envoyé. J'ai reposé le téléphone. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je veux être clair sur ce qui s'est passé au cours des 4 heures suivantes, car les gens supposent toujours qu'un homme dans ma position se mettrait à casser des meubles ou à vider une bouteille de whisky. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Ce que j'ai fait, c'est travailler. Le genre de travail silencieux et méthodique auquel je me préparais honnêtement depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. J'ai commencé par les finances. Notre compte de courtage joint a été gelé. Son portefeuille d'investissement personnel, lié à notre bureau de gestion de patrimoine familial, a été signalé et suspendu en vertu de la clause de protection des actifs conjugaux. La carte American Express Centurion partagée a été désactivée. Son accès au compte de frais de l'entreprise a été révoqué.
J'ai parcouru chaque élément comme je parcours une liste de vérification de diligence raisonnable. Sans hésitation, sans second choix. À minuit, j'avais changé les serrures biométriques de l'appartement du 16e arrondissement. Son scan facial, son profil d'empreinte digitale et ses accès par badge ont tous été purgés du système. J'ai observé l'écran de confirmation un instant, puis je suis passé à autre chose. À 1h du matin, j'ai appelé mon avocat, Maître Dupont-Rousseau, et je lui ai laissé un message marqué urgent. Ensuite, j'ai ouvert un dossier sur mon disque crypté que j'avais nommé 6 mois plus tôt. Je l'avais simplement intitulé « Contingence ». Il n'était pas vide. J'avais commencé à constituer ce dossier la semaine où j'avais trouvé un reçu d'hôtel dans la poche de son blazer. Celui qu'elle portait pour une conférence à Genève, dont son assistante avait laissé échapper plus tard qu'elle avait été annulée. Un seul reçu. C'est tout ce qu'il a fallu pour déclencher un déclic dans mon cerveau. Après cela, j'ai arrêté de réagir et j'ai commencé à enregistrer. Son compte cloud a été cloné. Ses données de localisation ont été recoupées. Les registres de dépenses ont été audités. 8 mois de documentation patientée. Silencieuse. À 2h du matin, chaque structure financière commune que nous avions bâtie ensemble avait été sécurisée ou démantelée. L'appartement était à moi seul. Ces cartes n'étaient plus que du plastique inutile. Je me suis tenu devant la baie vitrée, du sol au plafond, et j'ai regardé Paris. La ville à 2h du matin. Toujours ce bourdonnement, des sirènes lointaines. Un camion poubelle quelque part en bas. Le clignotement rouge d'une antenne de l'autre côté de la Seine. J'ai pressé 2 doigts contre la vitre froidée. J'ai pensé à Thibaut Maréchal. Au jour où je m'étais porté garant pour lui, à cette poignée de main. Puis je suis allé me coucher. Non pas parce que j'étais en paix, mais parce que j'avais du travail le lendemain matin. Et un homme qui ne dort pas est un homme qui fait des erreurs. Je ne pouvais pas me permettre d'erreur. Pas maintenant. Je me suis levé à 5h30 le lendemain, non pas parce que j'avais mis un réveil. Je n'en ai plus besoin depuis 20 ans. Mon corps. C'est quand le travail l'attend. Je me suis douché, je me suis habillé d'un costume gris anthracite et je me suis préparé un double expresso dans la cuisine. L'appartement était calme de cette façon dont seul l'immobilier de luxe peut être calme. Des murs épais, du triple vitrage. Toute la ville étouffée en un murmure 40 étages plus bas. Je me suis tenu au comptoir de la cuisine. Et j'ai ouvert l'application de sécurité sur ma tablette. Bérénice avait tenté d'entrer 2 fois pendant la nuit. 2 scans rejetés. J'ai noté les horaires, 1h47 et 2h23 du matin, et je les ai ajoutés au dossier de contingence. Puis j'ai ouvert le rapport d'audit médico-légal que mon conseiller financier, Thomas Bréval, avait préparé 3 semaines plus tôt à ma demande. Je lui avais demandé discrètement, lui disant seulement que je faisais une révision de routine de mes actifs. Il avait bien fait son travail. Ce qu'il avait trouvé n'avait rien d'une routine. Bérénice avait engagé un notaire privé il y a 8 semaines. Elle avait tenté de modifier nos documents successoraux conjoints. Spécifiquement pour rediriger un bloc de propriétés immobilières communes vers une fiducie personnelle enregistrée sous son nom de jeune fille, d'Alençon. La modification n'avait pas été finalisée. Elle s'était bloquée à l'étape 2. L'enregistrement, probablement parce qu'elle avait besoin de ma signature et qu'elle attendait le moment opportun pour me la présenter sous un prétexte quelconque. Elle n'a jamais eu ce moment. J'avais été plus rapide. J'ai posé le rapport et j'ai regardé par la fenêtre. La ville commençait tout juste à s'éclaircir sur les bords. Ce bleu-gris particulier des petits matins parisiens que j'ai toujours trouvé clarifiant plutôt que lugubre. Il y a 3 semaines,
j'avais également reçu une lettre réexpédiée de notre boîte postale commune. Une boîte que Bérénice avait apparemment oubliée. Moi, je vérifiais. Toujours. L'enveloppe provenait d'un cabinet de courtage immobilier à Mougins, dans le sud de la France. À l'intérieur se trouvait une lettre d'approbation préliminaire pour l'achat d'une propriété. L'emprunteur listé était Bérénice d'Alençon. Le co-emprunteur était Thibaut Maréchal. L'adresse était une villa de 4 chambres dans un domaine sécurisé près de Cannes. Il planifiait cela depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Ce n'était pas une impulsion, mais un plan d'architecte. J'ai photographié les 2 documents, je les ai ajoutés au dossier et j'ai envoyé les copies au bureau de maître Dupont-Rousseau avec une seule ligne, révision complète demandée. Urgent. À 7 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était maître Dupont-Rousseau. Raymond, a-t-il dit, sautant les salutations. J'ai parcouru ce que vous m'avez envoyé hier soir et ce matin. Depuis combien de temps détenez-vous tout cela? 8 mois, ai-je répondu calmement. Un silence. La seule tentative de modification de succession nous donne un levier considérable. Combiné au dossier de Mougins. C'est un détournement d'actifs coordonné. Prémédité. Il a laissé cette phrase flotter un instant. La clause d'infidélité du contrat de mariage est en béton armé, signé, notarié. Attesté par 2 avocats indépendants. Victor d'Alençon lui-même l'a révisé. Avant le mariage. J'ai marqué une courte pause à mon tour. Son père. Il a toujours cru qu'il fallait faire les choses correctement. L'avocat a laissé échapper un son qui n'était pas tout à fait un rire. Très bien, j'aurai une assignation complète rédigée d'ici la fin de la journée. Ne la laissez pas entrer dans l'immeuble. Elle est déjà bloquée, ai-je noté. Après l'appel. Je me suis versé un second expresso et je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert la section secondaire du dossier de contingence, celle que je considérais en privé comme le dossier Thibaut Maréchal. Ce que j'y avais rassemblé allait au-delà de la trahison personnelle. Cela touchait aux affaires. Il y a 18 mois, je m'étais personnellement porté caution pour une ligne de crédit destinée à l'expansion de Thibaut sur le marché pharmaceutique de la région lyonnaise. 800 000 €. Mon nom sur le papier, ma réputation derrière. Je l'avais fait parce que je croyais en notre partenariat. Ce que j'avais découvert 4 mois plus tard, grâce à un contact dans une entreprise concurrente qu'il avait mentionné négligemment lors d'un dîner, c'est que Thibaut traînait simultanément une dette personnelle de plus d'1 million d'euros. 2. Jugements civils issus de litiges commerciaux antérieurs et un redressement fiscal du fisc français qu'il négociait en secret. Il était venu vers moi déjà compromis et n'avait rien dit. Il avait utilisé ma caution comme une bouée de sauvetage tout en séduisant ma femme et en planifiant une stratégie de sortie avec elle. Je savais tout cela depuis 4 mois. Je n'avais rien dit. J'avais simplement documenté et attendu. J'ai consulté les données de géolocalisation du compte cloud de Bérénice. 19 enregistrements de localisation se chevauchant, montrant Bérénice et Thibaut dans les mêmes immeubles, les mêmes hôtels, les mêmes quartiers, à des dates où elle m'avait dit être en réunion client ou en déplacement professionnel. 19 fois en 14 mois. J'avais imprimé la carte. Elle tenait sur une seule page. Je l'ai pliée une fois et je l'ai glissée dans le dossier derrière la lettre du prêt immobilier. Puis j'ai marché vers la fenêtre avec mon café et j'ai regardé la rue. La circulation matinale s'intensifiait. Un camion de livraison tournait au coin. La vie était totalement indifférente à tout ce qui se passait au 40e étage. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu. Monsieur de Villars, je m'appelle Sandrine Maréchal. La femme de Thibaut. Je pense que nous devons parler.
Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu, oui, en effet. J'ai posé le téléphone sur le rebord de la fenêtre et j'ai terminé mon café. Quoi que Bérénice et Thibault aient imaginé, une fuite propre, un nouveau départ, un homme laissé au milieu des décombres, il s'était lourdement trompé. Les décombres étaient les leurs. J'avais passé 8 mois à m'en assurer. On a frappé à la porte à 8h14 ce matin-là. Pas un frappement hésitant. 3 coups secs, le genre de coup destiné à annoncer l'autorité avant même que la porte ne s'ouvre. J'étais toujours à mon bureau. J'ai posé mon stylo, ajusté ma veste et je me suis dirigé vers l'entrée sans me presser. 2 officiers de police se tenaient dans le couloir, en uniforme, avec cette expression particulière qu'ont les policiers quand on leur a raconté une histoire qu'ils croient à moitié mais qu'ils ont décidé de traiter avec fermeté. De toute façon. Celui de gauche était plus costaud, la quarantaine, avec une mâchoire carrée. Celui de droite était plus jeune, le regard vif, scannant déjà l'appartement derrière moi avant même que je ne dise un mot. Monsieur de Villars, a dit le plus costaud. C'est exact. Police nationale, nous avons un signalement déposé contre vous. Il n'a pas montré de rapport, il s'est contenté de rester droit. Votre épouse, Bérénice de Villars, allègue un harcèlement financier, une saisie illégale d'actifs et un verrouillage délibéré de la résidence conjugale. Je l'ai regardé un instant. Je me suis effacé et je les ai invités à entrer. Ils ont pénétré dans les lieux. Les yeux du jeune officier ont balayé le salon, les lignes épurées, les dossiers empilés sur une table basse, le dossier juridique blanc posé bien en évidence au centre, comme si je l'avais placé là précisément pour cette occasion, ce qui était le cas. Messieurs, j'ai dit, voulez-vous un café? Le policier plus âgé a ignoré la proposition. Monsieur de Villars, votre femme prétend que vous avez gelé ses comptes et que vous lui interdisez l'accès à cette propriété sans autorisation légale. Ce sont des accusations sérieuses. Elle est toujours légalement votre épouse. Je l'ai coupée, gardant une voix calme. Elle s'est rendue à Saint-Barthélemy et a contracté un mariage avec un autre homme alors que notre union reste légalement intacte et que nos actifs communs sont toujours détenus conjointement. J'ai sécurisé ces actifs en conséquence. J'ai ramassé le dossier blanc et je le leur ai tendu. Tout est documenté, horodaté, appuyé par notre contrat de mariage, qui inclut une clause complète d'infidélité révisée. Signée par 2 avocats indépendants. Elle a le droit de réintégrer le domicile conjugal, a dit le plus jeune presque trop vite, comme une réplique apprise par cœur. Je me suis tourné vers lui. Vraiment? En vertu de quel article? Spécifiquement quand l'acte de propriété est à mon nom seul et là. Toujours été depuis l'achat. Je vais vous laisser vérifier cela. J'aimerais entendre la base légale avant que nous continuions. La mâchoire du jeune officier s'est crispée. Il a jeté un regard à son partenaire. Ce regard m'a dérangé. C'était trop rapide, trop coordonné. Ces deux-là avaient été briefés sur plus qu'une simple plainte domestique. Quelqu'un leur avait dit sur quoi insister. L'officier plus âgé a ouvert le dossier. J'ai vu ses yeux parcourir la première page, le résumé du contrat de mariage, le registre des actifs, les enregistrements de sécurité horodatés de la nuit précédente. C'est plus de documentation que ce que la plupart des avocats civils produisent en une semaine. A-t-il dit doucement. J'ai tendance à être prévoyant, ai-je répondu. Il a tourné à la 3e page, le résumé de l'audit montrant la tentative de modification de succession par Bérénice. Son expression n'a pas changé, mais ses épaules se sont relâchées d'une fraction. Le jeune officier s'est penché pour regarder, et pour la première fois depuis leur arrivée, aucun des deux n'a parlé. J'ai laissé le silence s'installer. Finalement, l'officier plus âgé a
refermé le dossier et me l'a tendu. Monsieur de Villars, cette plainte a été déposée sous une autre juridiction initialement. Cela crée des problèmes d'application immédiate de notre côté. Il s'est raclé la gorge. Nous allons devoir renvoyer cette affaire au civil. Je m'y attendais, ai-je dit en reprenant le dossier. Mon avocat est maître Dupont-Rousseau. Ses coordonnées sont à la dernière page. Il sera joignable dès 9 heures. Ils sont partis 3 minutes plus tard. Je suis resté devant la porte fermée un instant, écoutant l'ascenseur arriver et repartir. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai pris une note. Ces deux-là avaient été envoyés vers moi. La réplique répétée du jeune, la rapidité de leur arrivée. Quelqu'un avait passé des appels avant même que je sois réveillé. Bérénice ou Thibault, ou les deux. Il s'était attendu à ce que je sois déstabilisé, assez pour céder et ouvrir l'appartement. Il s'était trompé de porte. J'ai repris mon téléphone et j'ai appelé le concierge, Monsieur Leroy. Monsieur Leroy, j'ai dit, si quelqu'un tente d'entrer en utilisant les accès de madame aujourd'hui ou se présente à l'accueil en son nom, je dois le savoir immédiatement. Entendu, Monsieur de Villars, a répondu Leroy d'une voix posée. Il était là depuis 30 ans. Il en avait vu d'autres. Personne ne passe sans que je ne l'ai validé avec vous d'abord. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis allé à la cuisine, je me suis fait un nouvel expresso et je l'ai emporté vers la fenêtre. La ville était maintenant pleinement éveillée. Des taxis, des piétons, toute cette machinerie indifférente. La matinée s'était déroulée exactement comme je l'avais prévu et la journée ne faisait que commencer. Je veux vous dire comment le dossier de contingence a commencé. Non pas parce que cela importe pour l'issue juridique. Cela n'importe pas, mais parce que je pense que cela dit quelque chose de vrai. Sur la différence entre un homme qui survit à une trahison et un homme qui est enterré par elle. Tout a commencé par une poche de blazer. Bérénice avait porté un blazer gris anthracite pour ce qu'elle appelait un sommet de stratégie de marque à Genève. Un événement de 2 jours, disait-elle, auquel elle devait absolument assister en personne. Elle est rentrée le dimanche soir, m'a embrassé sur la joue et est montée à l'étage. J'ai accroché son blazer dans le placard du hall parce que je suis le genre d'homme qui range les choses plutôt que de les laisser s'empiler sur des chaises. Dans la poche intérieure, j'ai trouvé un reçu plié de l'hôtel des Bergues à Genève. Une chambre pour les nuits du vendredi et du samedi, sans tarif de conférence, au prix fort, le genre de tarif qu'un hôtel facture quand une chambre est réservée sans aucune affiliation à un événement. Je suis resté dans le couloir un long moment. Puis j'ai replié le reçu. Exactement comme je l'avais trouvé. Je l'ai remis dans la poche et j'ai raccroché le blazer. Je ne l'ai pas confronté. Confronter quelqu'un avec un simple reçu, c'est une dispute, pas un règlement de compte. Ce que je voulais, c'était un règlement de compte. Alors j'ai commencé à construire. En une semaine, j'avais discrètement synchronisé son compte cloud via un appareil partagé qu'elle avait oublié de délier du réseau domestique. Je n'ai rien cherché de dramatique au début, juste des schémas, des entrées de calendrier. Des contacts qu'elle appelait plus d'une fois, son historique de VTC qu'elle n'avait jamais pensé à garder privé. Au fil des semaines suivantes, le schéma s'est précisé. Le nom de Thibault Maréchal apparaissait à des dates qui correspondaient au voyage à Genève. Puis encore et encore, un reçu de restaurant. Un mardi alors qu'elle m'avait dit travailler tard. Une course de taxi depuis. Une adresse à Boulogne-Billancourt qui n'était pas son bureau. J'ai recoupé ses données de transport avec son emploi du temps officiel pendant 14 mois. 19 chevauchements confirmés avec la localisation de Thibault. J'ai imprimé la carte. Je n'ai pas dit un mot. 3 mois plus tard, j'ai engagé un analyste financier médico-légal discrètement.
Il a trouvé la tentative de modification de succession en 6 semaines. Bérénice avait engagé un notaire privé pour transférer des actifs immobiliers vers une fiducie personnelle. Elle n'avait besoin que de ma signature sur un dernier document. Elle attendait probablement un moment où je semblerais détendu et sans méfiance. Ce moment n'est jamais venu. 2 mois plus tard, la lettre du prêt pour la villa de Mougins est arrivée. Thibaut Maréchal listé comme co-emprunteur. Je l'ai photographié, je l'ai ajouté au dossier, et je n'ai toujours rien dit. Puis mon enquêteur est revenu avec un rapport sur le passé de Thibaut Maréchal. L'homme pour qui j'avais personnellement garanti 800 000 € traînait plus d'1 million de dettes personnelles. Il s'était servi de ma caution pour sortir la tête de l'eau, tout en planifiant un avenir avec ma femme. Je me souviens m'être assis avec ce rapport à mon bureau un mardi matin, l'avoir lu 2 fois, puis l'avoir placé dans le dossier avant de me rendre à une réunion de 10 heures. Je n'ai pas manqué la réunion. Je l'ai dirigée parce que c'est ce que l'on fait quand on construit quelque chose qui mérite d'être protégé. On continue de travailler. On continue de réfléchir et on s'assure que lorsque le moment arrive enfin, tout est déjà en place. Au moment où Bérénice a envoyé ce message de Saint-Barth, j'avais 31 documents dans le dossier de contingence. Le message est devenu le document 32. Ces 2 tentatives d'entrée ratées la première nuit sont devenues les documents 33 et 34. J'avais commencé comme un homme trompé. J'avais fini comme un homme ayant le dossier complet de chaque mouvement qu'ils avaient fait. La différence entre ces 2 choses n'est pas le talent, c'est la patience. Valentin m'a appelé à 9h47 ce matin-là. J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai décroché avant la 2e sonnerie. Papa. Sa voix était tendue, mais pas paniquée. Valentin ne panique pas. Il devient précis quand les choses vont mal. Tout comme moi. Dis-moi ce qui se passe. J'ai vu une photo sur Instagram il y a 1 heure. Maman en robe de mariée à Saint-Barth. Quelqu'un l'a identifiée. Je me suis calé dans mon fauteuil. Ce que je vais te dire n'est pas facile à entendre, mais j'ai besoin que tu écoutes. Tout avant de répondre. J'ai passé 8 minutes à lui exposer les faits clés. Le SMS, ma réponse, le verrouillage financier, les avocats, les documents. Je n'ai pas fait de commentaires personnels. Je lui ai donné l'information comme je le ferais pour un collègue. Clair, séquentiel, complet. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Pas le silence du choc, plutôt celui d'un homme qui fait des calculs. Thibaut Maréchal, a-t-il dit finalement. Le nom est sorti plat et délibéré. Oui. J'ai dîné avec cet homme 4 fois. Tu l'as invité à notre table. Une pause. Depuis combien de temps sais-tu? 8 mois. Je voulais être certain avant d'agir. Un autre silence, puis j'ai entendu quelque chose changer dans sa voix. Quelqu'un qui ressemblait moins à un jeune de 23 ans et plus à quelqu'un de beaucoup plus vieux. Elle m'a appelé la semaine dernière. Elle a dit qu'elle voulait déjeuner quand elle rentrerait de son voyage. Je pensais que c'était juste. Je ne sais pas, maman qui faisait du maman. Elle allait me le dire après, n'est-ce pas? Une fois que ce serait fait. Me le présenter comme un fait accompli. Ce serait cohérent avec son schéma. Ai-je dit? Papa, son ton était direct maintenant. Je suis analyste financier. Je sais comment fonctionnent les structures d'actifs. De quoi as-tu besoin de ma part? Je lui ai dit de rester disponible, de rester discret. De laisser Maître Dupont-Rousseau s'occuper de la mécanique juridique. Je lui ai aussi dit quelque chose que j'attendais de dire depuis des mois. L'homme qui a épousé ta mère n'a rien construit par lui-même. Tout ce que Thibaut Maréchal possède,
Il l'a bâti sur de la crédibilité empruntée et de l'argent emprunté. La majeure partie m'appartient. Cela va compter au tribunal. Valentin a absorbé l'information. Il a utilisé ta caution pour se maintenir à flot pendant qu'il. Il s'est arrêté. Sa mâchoire a dû se crisper car sa voix est devenue plus basse. D'accord. Je reste à proximité. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Nous avons mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone sur le bureau et j'ai regardé le mur un instant. 23 ans et déjà la carrure d'un homme qui a décidé exactement qui il entend être. J'avais au moins réussi une chose. Cet après-midi-là, Bérénice a tenté d'entrer dans l'immeuble pour la 4e fois. Monsieur Leroy m'a appelé à 14h15. Elle est à l'accueil, monsieur de Villars, a-t-il dit sans hâte. Elle dit qu'elle doit récupérer des effets personnels. Un monsieur l'accompagne. Pas monsieur Maréchal. Quelqu'un que je ne reconnais pas. Peut-être un avocat. Ne les laissez pas passer le hall. Ai-je dit. Dites-lui que l'accès pour les effets personnels doit être organisé par l'intermédiaire de mon avocat. Vous avez la carte de maître Dupont-Rousseau. Je lui ai déjà dit cela, monsieur. Elle n'est pas ravie. Je peux l'imaginer. Ne cédez pas. Je ne cède jamais, monsieur, a-t-il répondu. 20 minutes plus tard, elle était partie. Le roi m'a envoyé un message d'un seul mot, libre. J'ai répondu, merci. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Victor d'Alençon, le père de Bérénice. 75 ans, ancien procureur général, un homme qui avait passé sa vie à plaider devant des jurys sans jamais perdre son sang-froid. Son message tenait en 4 lignes. Raymond, j'ai eu le bureau de maître Dupont-Rousseau cet après-midi. Je veux que tu saches que je suis au courant de ce que ma fille a fait. Je ne vais pas prétendre le contraire. J'ai quelque chose qui pourrait être utile à ton dossier. J'aimerais que nous nous voyions. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, demain matin. Mon bureau, 9h. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la ville. Victor d'Alençon n'était pas un homme qui reprenait contact sans raison. Quoi qu'il apporte à cette réunion, ce serait significatif. Il avait révisé notre contrat de mariage avant la cérémonie. Il l'avait fait parce qu'il croyait en l'importance de faire les choses avec intégrité, même quand cela concernait sa propre fille. Je l'avais respecté pour cela à l'époque. Je le respectais encore. Plus maintenant. Je me suis versé 2 doigts de cognac, le premier verre que je m'autorisais depuis le message de Saint-Barth, et je me suis tenu à la fenêtre. La ville s'animait en bas. Thibaut Maréchal était quelque part là-dedans. Croyant probablement que le plus dur était derrière lui. Bérénice était quelque part avec ses cartes bloquées et ses tentatives d'entrée rejetées, se disant probablement qu'elle avait encore des options. Ils avaient tous les 2 tort. Le plus dur pour eux ne faisait que commencer. Le gala de l'innovation Santé 2. Paris se tenait un jeudi soir dans un cercle privé près de l'Étoile, un endroit qui sentait la vieille fortune et les fleurs fraîches. Bérénice et moi avions co-parrainé l'événement pendant 4 années consécutives. Son nom figurait sur le mur des donateurs à côté du mien en lettres dorées. Elle avait toujours adoré ce mur. Je suis arrivé seul, vêtu du smoking d'anthracite qu'elle m'avait un jour dit me donner l'air d'être le propriétaire des lieux. Je le portais délibérément. La soirée a commencé avec la chorégraphie habituelle. Cocktail, présentation, la navigation prudente dans une pièce remplie de gens qui font du réseautage tout en prétendant ne pas en faire. Je m'y déplaçais avec aisance. C'était mon élément depuis 20 ans. J'ai serré des mains, échangé des paroles brèves, gardé une expression plaisante et une posture droite. Les murmures ont commencé dès les 20 premières minutes. J'en ai saisi des
Fragment, Bérénice. Saint-Barth. Quelqu'un avec qui elle travaillait. Je n'ai pas ralenti le pas ni changé d'expression. Laissez-les parler. Dans des salons comme celui-ci, l'information est une monnaie, et j'avais déjà dépensé la mienne stratégiquement. Vers le milieu de la soirée, pendant le dîner, j'ai été approché par un journaliste financier que je reconnaissais. Il s'est approché de ma table avec un enregistreur déjà à la main, ce qui signifiait que ce n'était pas une conversation informelle. Monsieur de Villars, a-t-il dit en tirant la chaise en face de moi sans attendre d'invitation. J'espérais obtenir un commentaire sur les rumeurs concernant votre épouse et la cérémonie à Saint-Barthélemy. Je l'ai regardé un instant. Puis j'ai posé ma fourchette, j'ai croisé les mains sur la table et j'ai dit d'une voix assez forte pour être entendue par les tables voisines, mon épouse a eu une grande soirée à Saint-Barth. Moi aussi. J'ai repris ma fourchette. C'est tout ce que j'ai pour vous. Il est resté assis là une seconde, incertain s'il avait une citation ou un renvoi. Puis il s'est levé, a incliné la tête et est parti. La table la plus proche est restée silencieuse pendant exactement 4 secondes. Puis la conversation a repris, un peu plus forte qu'avant. Au matin. Cet échange aurait circulé dans tous les réseaux pertinents de la capitale. J'avais compté là-dessus. Après le dîner, la directrice des relations donateurs s'est approchée de moi avec un porte-document et une expression neutre. Monsieur de Villars, a-t-elle dit, pour la mise à jour du mur des donateurs. Allons-nous lister les 2 noms à nouveau cette année? J'ai pris le stylo. Qu'elle tendait, j'ai tiré un trait net sur le nom de Bérénice sur le formulaire. Et je le lui ai rendu. Liste complète sous le nom de Villars cette année. J'ai dit. Une seule plaque. Elle a pris le formulaire sans commentaire, bien que ses yeux aient enregistré le moment. Je me suis éloigné avant qu'elle ne puisse trouver quoi que ce soit à dire. À 22h15, je suis sorti sur la terrasse. Pour prendre l'air. La ville s'étalait en bas dans son habituel éclat. Désintéressé. Mon téléphone a vibré. Un message de Maître Dupont-Rousseau. La plainte initiale a été rejetée par le parquet. Elle n'a rien obtenu de ce dépôt. Suite demain. J'ai lu le message, empoché le téléphone et regardé l'horizon. Pendant que je levais mon verre à cette table, Bérénice était quelque part en train de passer des appels qui ne menaient à rien. La situation financière de Thibaut Maréchal allait devenir de notoriété publique via les dossiers judiciaires que Maître Dupont-Rousseau préparait. Leur projet de Mougin était une preuve dans une affaire qu'elle n'avait aucune idée d'être déjà entièrement montée. Elle avait épousé un homme qui était sous l'eau d'1 million d'euros et elle m'avait traité de pitoyable. Ce mot ne m'avait pas dérangé à l'époque. Il ne me dérangeait pas maintenant. Ce que Bérénice n'avait jamais compris, ce que les gens comme elle comprennent rarement, c'est que l'homme le plus dangereux dans une pièce n'est pas celui qui parle le plus fort. C'est celui qui est venu préparer. J'ai fini mon verre, je suis retourné à l'intérieur et j'ai passé les 40 minutes suivantes à être la personne là. Plus calme du gala, ce qui, il s'est avéré, était exactement ce que j'avais besoin d'être. Sandrine Maréchal est arrivée à mon bureau à 10 heures précises, ce qui m'a indiqué qu'elle n'était pas le genre de femme qui laissait le chagrin là rendre imprécise. Elle avait 36 ans, les cheveux sombres, calme de la façon brutale de quelqu'un qui tient bon par la seule force de sa volonté. Elle portait un manteau de laine gris et un grand sac en toile sur l'épaule. Pas de marque de designer, pas de mise en scène, juste une femme qui avait fait le trajet depuis Lyon où elle vivait apparemment seule avec 2 enfants de moins de 8 ans depuis plusieurs mois. Le roi m'a appelé depuis l'accueil. Madame Maréchal est ici, monsieur de Villars. Faites-la monter, ai-je dit. Elle est entrée dans mon bureau, m'a serré la main avec fermeté et s'est assise en face de moi sans attendre d'être invitée. J'ai respecté cela. Je vais être direct,
a-t-elle dit en posant son sac sur la chaise à côté d'elle. Thibaut m'a dit il y a 8 mois qu'il prenait un contrat de consultant à Paris. À long terme, disait-il. Il a insisté pour que les enfants et moi restions à Lyon. Jusqu'à ce qu'il soit installé. Je l'ai cru. Sa mâchoire s'est serrée. Il a arrêté de payer le crédit de la maison il y a 3 mois. Je l'ai appris par la banque. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Elle a hoché la tête. Une fois. Puis elle a sorti de son sac une petite clé USB. Elle l'a posée sur le bureau entre nous. Je suis allé dans son bureau à la maison après l'appel de la banque. Il avait un ordinateur qu'il pensait avoir verrouillé. Il utilisait la date de naissance de notre fille aînée comme mot de passe. Elle a laissé échapper un bref soupir amer. À l'intérieur, il y avait un dossier partagé. 14 mois de correspondance entre lui et Bérénice. Des documents de planification, des projections financières, des calendriers. Elle a poussé la clé d'1 centimètre vers moi. Ils ne s'enfuyaient pas ensemble sur un coup de tête. C'était une stratégie de sortie coordonnée. 18 mois de planification. Ils avaient une date cible. J'ai regardé la clé un instant. Puis je l'ai ramassée. Il y a plus, a ajouté Sandrine. L'un des documents est un budget prévisionnel pour la propriété de Mougins. La contribution de Thibaut devait provenir des fonds qu'il détournait de votre garantie d'entreprise. Il avait tout planifié. Vos 800 000 € étaient son fonds d'apport. La pièce était silencieuse. J'ai fait tourner la clé entre mes doigts une fois, puis je l'ai posée et je l'ai regardée directement. Sandrine, j'ai besoin que vous compreniez que cette clé doit passer par mon avocat avant toute chose. Je veux que ce soit traité correctement pour que ce soit recevable. Je sais, a-t-elle dit. J'ai déjà parlé à une avocate spécialisée en droit de la famille à Lyon. Elle m'a dit la même chose. Elle a marqué une pause. Je ne suis pas ici pour causer des ennuis. Je suis ici parce que mes enfants ont besoin que leur père soit tenu responsable, et je ne peux pas faire ça seul. J'ai fait venir Maître Dupont-Rousseau. Il a examiné la clé pendant 20 minutes pendant que Sandrine et moi parlions. Quand il est revenu, il avait cette expression particulière des avocats qui sont sincèrement impressionnés. C'est complet, a-t-il dit en posant la clé sur le bureau. Le budget prévisionnel à lui seul établit une fraude financière préméditée, combinée à l'audit médico-légal que nous avons déjà. Cela verrouille le dossier sur le détournement d'actifs. Après le départ de Sandrine, je suis resté assis à mon bureau un long moment. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je reconnaissais maintenant. Comme celui de Thibaut Maréchal. Raymond, je sais que ça a l'air mal. Est-ce qu'on peut se parler d'homme à homme? Je pense qu'il y a un moyen de s'arranger. Sans que ça devienne moche. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu une seule ligne, le nom de mon avocat est Maître Dupont-Rousseau. Son numéro est dans votre répertoire. J'ai posé le téléphone face contre terre. Thibaut Maréchal voulait une conversation. Ce qu'il allait obtenir, c'était une déposition. La différence entre ces deux choses était la différence entre un homme qui pensait pouvoir encore négocier et un homme sur le point de découvrir que la fenêtre de négociation s'était refermée 8 mois auparavant. Je me suis levé, j'ai marché vers la fenêtre et j'ai regardé la ville. Valentin était à son bureau quelque part à la Défense, en train d'analyser des chiffres qui n'avaient rien à voir avec tout cela. Le roi était en bas, solide comme un roc. Victor d'Alençon venait demain matin avec une documentation que sa propre fille ne pourrait pas contrer. Tout était en mouvement. Tout était là où il fallait que ce soit. L'article est paru un mardi matin. Je l'ai trouvé à 6 heures quand Maître Dupont-Rousseau m'a envoyé un lien avec un seul mot, prévisible. Le titre disait
Confidence d'une femme de pouvoir, mon mari contrôlait tout. L'article faisait 400 mots dans une revue de mode influente. Bérénice y était. Photographiée avec un air digne et légèrement blessé, assise dans ce qui semblait être une suite d'hôtels. L'article décrivait un mariage caractérisé par la distance émotionnelle, la domination financière et un mari qui répondait à ça. Tentative de trouver le bonheur en utilisant leurs actifs communs comme une arme. Il n'y avait aucune mention de Saint-Barth, aucune mention de Thibaut Maréchal, aucune mention des 8 mois de tromperie documentés précédant le message qu'elle avait envoyé à minuit. J'ai lu l'article une fois, j'ai posé mon téléphone, je me suis fait un expresso, puis j'ai appelé l'avocat. Comment voulez-vous gérer ça, a-t-il demandé. 2 choses, j'ai dit. D'abord, envoyer au rédacteur en chef de la publication le résumé du contrat de mariage. Et l'aperçu de l'audit financier. Pas tout, juste assez pour qu'il comprenne la responsabilité juridique de l'histoire qu'il héberge actuellement. J'ai marqué une pause. Deuxièmement, je veux que le fichier audio soit publié. Celui du compte cloud. Maître Dupont-Rousseau est resté silencieux un instant. Nous avions discuté du fichier audio auparavant. C'était un enregistrement provenant du propre appareil de Bérénice, une conversation avec Thibaut. Capturée 14 mois plus tôt via une application dont elle n'avait jamais vérifié les autorisations de micro. Dedans, sa voix était claire et calme. Je ne suis pas encore prête à renoncer à l'argent. Une fois que l'affaire de Mougin sera conclue, là, on bougera. Ce fichier devient public et cette histoire meurt en 12 heures, a dit l'avocat. C'est le but, ai-je répondu. À midi, la publication avait discrètement retiré l'article de son site. À 14 heures, Maître Dupont-Rousseau avait publié un communiqué d'un paragraphe. Pas de citation, pas de drame, joignant simplement la clause d'infidélité du contrat de mariage et notant que la documentation complète des faits pertinents avait été fournie au conseil des 2 parties. Le silence qui a suivi était une déclaration en soi. Ce même après-midi, le mot a circulé dans le réseau de distribution pharmaceutique, le redressement fiscal et les jugements civils de Thibaut Maréchal avaient été versés au dossier public dans le cadre de la procédure de divorce. Son nom, sa dette, son histoire, tout était désormais public. 2 contacts de l'industrie m'ont appelé cet après-midi-là pour me demander prudemment si certains accords en attente avec le cabinet de Maréchal devaient être révisés. Je leur ai dit d'en parler à leur propre conseiller. Le jeudi, les contrats de consultants de Thibaut Maréchal s'étaient évaporés. 2 clients avaient mis leur renouvellement en attente. Un troisième avait résilié purement et simplement. Bérénice a appelé Valentin ce soir-là. Il a répondu, ce qui m'a surpris quand il me l'a dit plus tard. Elle voulait apparemment qu'il serve d'intermédiaire pour me transmettre un message. Elle voulait parler en privé, hors de la présence des avocats. La réponse de Valentin, telle qu'il me l'a rapporté le lendemain matin, a été brève. Maman? J'ai trouvé l'ordinateur. Je sais quand ça a commencé. Il n'y a rien à dire. Il avait raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je n'ai pas fait de commentaire quand il me l'a dit. J'ai simplement hoché la tête. Victor d'Alençon est venu à mon bureau ce jeudi matin avec une sacoche en cuir que je lui avais vue sur des photos de ses années au parquet. Il s'est assis en face de moi, a posé la sacoche sur la table et l'a ouverte avec la précision délibérée d'un homme qui a passé des décennies à faire en sorte que chaque geste compte dans une salle d'audience. À l'intérieur, il y avait 3 choses, un journal manuscrit avec des entrées datées remontant à 22 mois, une retranscription d'une conversation qu'il avait surprise entre Bérénice et Thibaut lors d'un dîner de famille il y a 11 mois. Documenté le soir même et signé par Victor comme témoignage, et une lettre que Bérénice lui avait écrite 4 mois plus tôt lui demandant comment transférer des actifs vers une fiducie personnelle sans déclencher les obligations de divulgation conjugale.
Il avait gardé la lettre. Il avait tout gardé. Je ne savais pas ce que je voyais. À l'époque, a-t-il dit doucement. Je pensais qu'elle était stressée. Je me disais que c'était une période difficile dans le mariage. Il m'a regardé. Fixement. J'ai eu tort de me dire ça. J'ai regardé la sacoche un long moment. Puis j'ai regardé Victor d'Alençon, 75 ans, un homme qui avait passé sa carrière à poursuivre des gens qui pensaient pouvoir bâtir des mensonges solides. Merci, Victor, ai-je dit. Il a refermé la sacoche et l'a poussé vers moi sur la table. Gagne ça, Raymond, a-t-il dit. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout cela. J'ai accepté cela sans commentaire. Parfois, la réponse la plus digne à une excuse est simplement de la recevoir. L'audience a été fixée à 9 h un mardi de fin avril. Maître Dupont-Rousseau avait passé 2 semaines à préparer le dossier. Division des actifs. Disposition pour l'enfant que nous attendions via une GPA que Bérénice avait acceptée 18 mois plus tôt et qu'elle semblait avoir oublié être légalement contraignante. Application totale de la clause d'infidélité du contrat de mariage et une action civile séparée contre Thibaut Maréchal pour fausse déclaration frauduleuse. Je suis arrivé au palais de justice à 8 h 30. Costume sombre, pas de cravate. Maître Dupont-Rousseau m'a rejoint dans le hall avec ça mallette et le calme particulier d'un homme qui sait quand une affaire est déjà décidée. Bérénice est arrivée 9 minutes plus tard avec son avocate, une femme au regard acéré nommée Diane Vallet, réputée pour ses négociations agressives. Bérénice portait un blazer gris anthracite et gardait les yeux fixés devant elle en traversant le hall. Elle ne m'a pas regardé. J'ai noté que Victor d'Alençon est arrivé 2 minutes après elle. Il est passé devant sa fille sans s'arrêter. Elle s'est retournée et a prononcé son nom une fois, doucement. Il n'a pas ralenti le pas. Il est venu se tenir à côté de l'avocat et de moi et a posé sa sacoche sur le banc. Prêt, ai-je dit doucement. Prêt depuis 30 ans, a-t-il répondu. La salle d'audience était petite, aux boiseries claires, avec cette odeur de vieux papier. La juge, Madame Renard, présidait. Elle était connue pour lire ses dossiers en profondeur et ne tolérer aucune perte de temps. La séance s'est ouverte avec Diane Vallet déposant une motion pour exclure l'enregistrement audio, arguant qu'il avait été obtenu sans consentement. Maître Dupont-Rousseau a répliqué avec l'accord de partage d'appareils signé lors de l'installation du réseau domestique 4 ans plus tôt, un document qui établissait l'accès partagé au compte sur tous les appareils liés. La juge l'a examiné pendant 90 secondes et a rejeté la motion d'exclusion. Sans commentaire. Le fichier audio a été admis. La deuxième motion de Diane Vallet consistait à contester la clause d'infidélité du contrat de mariage pour motif de coercition. Maître Dupont-Rousseau a alors produit l'affidavit de Victor d'Alençon, écrit dans la langue précise et formelle d'un procureur, attestant qu'il avait révisé le contrat de mariage de manière indépendante avant que sa fille ne le signe, qu'il l'avait conseillé sur l'intégralité des termes, et qu'il avait été témoin de sa signature donnée volontairement. Il attestait en outre qu'11 mois avant la cérémonie de Saint-Barth, il avait observé et documenté une conversation privée entre Bérénice et Thibaut lors d'un dîner de famille qui indiquait une préméditation. Diane Vallet a objecté. La juge a rejeté l'objection. Victor a été appelé à témoigner. Il s'est dirigé vers la barre avec le pas mesuré d'un homme qui a passé des décennies dans des pièces exactement comme celle-ci. Il a répondu à chaque question sur le même ton calme et précis. Quand Diane Vallet l'a pressé sur la raison pour laquelle il avait choisi de témoigner contre sa propre fille, il l'a regardée avec une stabilité qui ne venait pas d'une répétition. Parce que la vérité ne change pas selon la personne pour qui elle est gênante, a-t-il dit. Ma fille a fait des choix. Ces choix ont des conséquences. Je ne vais pas me mettre en travers de ces
Conséquence. La salle d'audience était très silencieuse après cela. À 11h45. La juge avait tranché, application totale de la clause d'infidélité. La demande de Bérénice sur les actifs détenus conjointement était annulée. L'accord de GPA restait légalement contraignant. L'action civile contre Thibaut Maréchal était renvoyée devant la division appropriée avec la mention de la Cour indiquant que les preuves de fausses déclarations frauduleuses étaient substantielles. Bérénice est restée immobile pendant que son avocate rangeait ses papiers. À un moment, elle s'est tournée pour regarder son père. Il était déjà debout, fermant sa sacoche. Il ne l'a pas regardé en retour. Valentin attendait dans le couloir. Quand Maître Dupont-Rousseau et moi sommes sortis, il a serré la main de l'avocat, puis s'est tourné vers moi. Il n'a rien dit immédiatement. Il a posé sa main sur mon épaule un instant, juste cela, puis l'a retirée. « On déjeune » a-t-il demandé. « Oui » j'ai dit, quelque part au calme. Nous sommes sortis du palais de justice dans un après-midi gris d'avril. Thibaut Maréchal n'était pas apparu. Son avocat avait déposé un avis de représentation séparé le matin. Même, ce que nous avions anticipé. L'affaire civile contre lui suivrait son propre calendrier. Le redressement fiscal, les jugements civils, la déposition de Sandrine, la clé USB. Tout était déposé, tout était documenté, tout avançait. À travers la machinerie des conséquences. Il avait emprunté mon nom, mon argent. Et ma confiance. Maintenant, il avait mon avocat. 3 mois plus tard, j'étais assis dans les tribunes du Parc des Princes avec Valentin quand mon téléphone a vibré. Je l'ai mis sur silencieux sans le regarder et j'ai regardé le match. Nous étions venus à 3 matchs ensemble quand Valentin grandissait. Jamais assez. Il y avait toujours quelque chose qui se mettait en travers, le travail. Les voyages, la machinerie générale de la construction d'une entreprise. Je m'étais dit qu'il y aurait du temps plus tard. Il n'y a jamais autant de « plus tard » qu'on le pense. Valentin avait un sandwich dans une main et son programme dans l'autre, de la même manière qu'il le tenait à 12 ans. Certaines choses ne changent pas. Et cette continuité particulière valait plus pour moi que tout ce que j'aurais pu exprimer par des mots. Elle a encore appelé, a-t-il dit. Les yeux sur le terrain, sans accuser, rapportant simplement les faits. Je sais, ai-je dit. Tu n'es pas obligé de répondre. Il est resté silencieux. Un instant. J'ai décroché cette fois, jeudi dernier. Une pause. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur catastrophique. Elle a dit que Thibaut s'était avéré être exactement ce que tu m'avais toujours dit d'eux. Surveiller en affaires. Un homme qui emprunte de la crédibilité et ne livre rien. Il a expiré. Elle a demandé s'il y avait une chance. J'ai regardé. L'action sur le terrain. Un beau débordement sur l'aile. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, a dit Valentin. Je lui ai dit que je ne savais pas encore. Il a tourné le programme entre ses mains. Est-ce que c'est mal? Non, j'ai dit. C'est honnête. Il a hoché la tête. Nous avons regardé la suite du match en silence. Le terme de la mère porteuse était dans 11 semaines. Maître Dupont-Rousseau avait finalisé le cadre juridique de la garde la semaine précédente. Propre, complet, incontesté. Quoi qu'il soit arrivé d'autre, cet avenir était sécurisé. La situation de Thibaut Maréchal avait continué sa trajectoire descendante sans aucun effort supplémentaire de ma part. Le jugement civil avait avancé. Le fisc avait formalisé son redressement en procédure de recouvrement actif. Sandrine avait demandé le divorce à Lyon et le juge aux affaires familiales avait rendu une ordonnance de pension alimentaire d'urgence qui s'attachait à ce qui restait d'eux.
Ses liquidités. 2 de ses anciens clients s'étaient joints à l'action civile. La villa de Mougins n'avait jamais été achetée. Le prêteur avait retiré son accord quand l'alerte du fisc était apparue lors de la vérification du dossier. Il avait monté une opération très élaborée et s'était retrouvé sans rien, pas même une maison. Bérénice s'était installée dans un appartement plus modeste. Son agence de communication avait mis fin à son contrat la semaine après que le fichier audio fut devenu public. Elle reconstruisait, d'après ce qu'on disait, sur des bases beaucoup plus fragiles que ce qu'elle avait espéré. Ce n'était pas mon problème. Je n'avais aucun intérêt à aggraver ses difficultés et aucun intérêt à les diminuer non plus. Elle avait fait ses choix. Moi aussi. Victor d'Alençon m'a appelé un dimanche matin, 3 semaines après l'audience. Il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit honnêtement que j'allais bien et que j'allais de mieux en mieux. Il m'a dit la même chose. Nous avons parlé pendant 11 minutes de rien de particulier, les résultats sportifs, un nouveau restaurant près de chez lui, un livre qu'il lisait. C'était la conversation là plus ordinaire que j'ai jamais eue avec lui. Avant de raccrocher, il a dit « Tu as fait ce qu'il fallait, Raymond. » Chaque étape. Je l'ai remercié et je le pensais. Le roi a pris sa retraite à la fin de ce mois-là. 40 ans à se tenir entre le hall et les gens qui vivaient au-dessus. Son dernier jour tombait un vendredi. Je suis descendu dans le hall personnellement, je lui ai serré la main et je lui ai donné une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre et un chèque, assez généreux pour qu'il n'ait plus à se soucier du travail s'il le souhaitait. Il l'a regardé un long moment. Puis il l'a plié soigneusement et l'a mis dans sa poche. « Vous avez toujours été l'un des bons, monsieur de Villars. » a-t-il dit. « Vous aussi, monsieur le roi, lui ai-je dit. » Il a hoché la tête, a mis son chapeau et a franchi la porte d'entrée de l'immeuble pour la dernière fois. Je l'ai regardé partir, puis je me suis tourné et j'ai pris l'ascenseur pour remonter. Au stade, la fin du match approchait. Valentin a acheté 2 boissons et m'en a tendu une sans demander si j'en voulais, ce genre d'attention qui ne s'annonce pas. Le match était serré. La foule était bruyante. La lumière de fin d'après-midi tombait sur le terrain en longues lignes chaudes. Je me suis calé dans mon siège et j'ai laissé le bruit m'envelopper. Le contrat de mariage avait sauvé les actifs. La documentation avait gagné l'affaire. Mais la chose qui m'avait réellement permis de traverser ces derniers mois, c'est là laquelle je revenais quand les nuits étaient longues et l'appartement trop calme, était plus simple que tout cela. C'était de savoir exactement qui j'étais. Quand cela comptait. Pas de mise en scène, pas d'effondrement, juste un homme qui construit les choses avec soin et qui ne se détourne pas de ce qu'il a bâti.